Les États-Unis d'Amérique défraient ces derniers jours la chronique de la politique internationale. Une délégation américaine est carrément arrivée à Damas en Syrie, où elle négocie avec Mohamed Al-Joulani, le chef terroriste qui a pris le pouvoir en Syrie, en chassant Bachar el-Assad, héritier d'une autocratie qui datait de son père Hafez el-Assad en 1970. Les États-Unis ont carrément dépêché une délégation de diplomates pour négocier le partage de la Syrie, le partage du pouvoir en Syrie, avec les nouvelles autorités syriennes. Mais qui sont les nouvelles autorités syriennes? Ce sont les membres des organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique. Le principal chef du régime syrien nouveau, qui a été installé donc avec le soutien des Américains et d'Israël. Il s'appelle Mohamed Al-Joulani et c'est un membre d'Al-Qaïda sur lequel les États-Unis avaient publié une notice mettant à prix pour 10 millions de dollars sa tête. Les États-Unis d'Amérique ont publié une notice qui disait que toute personne qui croise Mohamed Al-Joulani et qui le tue et qui donne la preuve qu'elle l'a tué aura 10 millions de dollars. Et c'était le cas de la quasi-totalité des ministres que Al-Joulani est en train de nommer comme ministre de la République syrienne. Mais moi, il y a quelque chose qui me choque dans cette affaire. Je suis triplement choqué. D'abord, je suis choqué par l'attitude des médias américains. J'ai fait un tour des médias américains. Il n'y en a pas beaucoup pour soulever la contradiction qu'il y a pour Biden, à dire qu'il est à la tête d'une administration qui combat le terrorisme dans le monde, et à négocier l'exercice du pouvoir avec un chef terroriste, reconnu comme tel par les États-Unis, en Syrie. Je ne vois pas dans la presse américaine une condamnation véritablement véhémente de cette incongruité. Les États-Unis, qui veulent se présenter comme une puissance qui combat le terrorisme international, les États-Unis négocient diplomatiquement à Damas avec un homme que le droit international américain a classé dans la catégorie de terroriste et que le droit international américain a ordonné de tuer ou de capturer pour l'amener dans les prisons américaines. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette absence de réaction? Qu'est-ce qui peut expliquer cette absence de révolte morale de la part de l'opinion américaine en général et de l'élite politique américaine en particulier? Pour moi, cela veut dire que cette élite et cette opinion ont toujours su manifestement que les États-Unis étaient derrière les organisations terroristes du Moyen-Orient et donc organisations terroristes en Afrique. Parce que Al-Qaïda et l'État islamique, ce sont les mêmes organisations qui opèrent en Afrique. Ce sont elles qui ont pris le pouvoir à Damas. Je suis choqué, d'autant plus que cela me rappelle un souvenir. Lorsque les États-Unis se sont retirés militairement d'Afghanistan, c'était après une négociation avec les chefs terroristes d'Al-Qaïda qui gouvernent actuellement l'Afghanistan. Et cette négociation s'est tenue dans les hôtels 5 étoiles de Doha, la capitale du Qatar. Je faisais partie des voix qui criaient dans le désert en disant « Mais comment est-ce possible? Comment les États-Unis, puissance du Conseil permanent de sécurité, peuvent négocier avec des terroristes l'exercice du pouvoir en Afghanistan? Comment le Qatar, qui prétend être ami, partenaire économique de presque tous les pays occidentaux et des pays africains, comment le Qatar peut être le lieu qui héberge les principaux dirigeants d'Al-Qaïda et de l'État islamique en toute tranquillité? Comment est-ce possible? Vous savez, ces dernières années, nous qui défendons intellectuellement l'Afrique sur les réseaux sociaux, par des livres, des conférences, nous avons fortement critiqué l'Algérie. Pourquoi critiquons-nous l'Algérie? Le régime algérien d'Abdelmajid Tebboune a accepté de servir de base arrière aux organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, qui ont par exemple attaqué Tinzaouaten sauvagement entre le 25 et le 31 juillet 2024. N'est-ce pas? Nous critiquons sévèrement le pouvoir algérien. Nous critiquons le président Abdelmajid Tebboune parce qu'il sert de base arrière des organisations terroristes. Nous tous, nous nommons clairement l'Algérie. Nous disons à l'Algérie, ce n'est pas acceptable que vous fassiez cela. Mais pourquoi nous ne nommons pas clairement le Qatar,
l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, de la même façon. Je soulève cette question. Je pose cette question aux Africains et à tous les dirigeants africains. Pourquoi la pression que nous pouvons mettre sur l'Algérie? Parce qu'elle héberge Iyad Aghali, chef terroriste d'Al-Qaïda. Nous ne la mettons pas sur le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, qui sont les bases arrière des patrons d'Iyad Aghali. Je recommence la question sous une autre forme. Nous avons tous participé à la dénonciation. Eh bien, du soutien, explicite ou implicite, des puissances de l'Union européenne à ces groupes terroristes au Sahel. Oui ou non? Et la France en a eu pour son compte dans cette critique. Toute preuve de nature à l'incriminer a été abondamment utilisée par les combattants anticolonialistes, anti-impérialistes, sur tous les réseaux sociaux africains. Mais est-ce normal que nous ne fassions pas la même chose? Des États-Unis d'Amérique, que nous ne fassions pas la même chose? Des pays du Moyen-Orient, qui sont des alliés en plein jour des organisations terroristes. C'est une question que chaque Africain doit affronter. Nous devons faire preuve de courage et aimer la vérité en toutes circonstances. Nous devons être justes. Les États-Unis négocient avec les groupes terroristes. Les États-Unis blanchissent le terrorisme en Syrie. C'est un fait. Ils l'ont fait en Afghanistan. Ils l'ont fait en Syrie. Ils l'avaient déjà fait en Libye en 2011. Quand, avec la France de Sarkozy et la Grande-Bretagne de Cameroun, ils ont attaqué la Libye, détruit la Libye en association avec Kadhafi. En association, pardon, pas avec Kadhafi, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. Ces choses se sont faites devant nous. Merci à toi, Anzo de Fotouni. Ces choses se sont faites devant nous. Et comment ça se fait que nous soyons borgnes du point de vue de l'analyse et de la dénonciation politique? Autant on doit critiquer le néocolonialisme, l'impérialisme français, le néocolonialisme, l'impérialisme européen. On doit critiquer le néocolonialisme et l'impérialisme américain. On doit critiquer le néocolonialisme et l'impérialisme du Moyen-Orient. Il faut que les intellectuels, les activistes, les militants africains mettent le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, face à leurs responsabilités. Parce qu'on ne peut pas avoir Al-Qaïda et l'État islamique qui ensanglantent l'Afrique. Les dirigeants d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui se promènent librement dans les principaux hôtels 5 étoiles d'Arabie Saoudite, du Qatar, du Koweït, des Émirats Arabes Unis, du Bahreïn, et continuer tranquillement à penser que nous sommes en train de vouloir résoudre le problème que nous avons. Les ambassadeurs de ces pays, où nous savons que les dirigeants des organisations terroristes sont bien accueillis, doivent être convoqués au même titre que les ambassadeurs des pays occidentaux qui ont été accusés, les ambassadeurs des États-Unis ou les ambassadeurs européens. De la même façon qu'on peut convoquer l'ambassadeur du Nigeria, chez nous au Niger, en raison des activités hostiles. Mais on doit être capable de convoquer l'ambassadeur du Qatar, du Koweït, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, une fois qu'on a l'information que l'un des chefs des organisations terroristes qui ensanglantent notre continent est bien accueilli chez eux. On doit demander aux autorités américaines d'expliquer par quel mystère elles soutiennent désormais quelqu'un qui est un chef d'organisation terroriste sur lesquels ils avaient mis 10 millions de dollars par tête. Les autorités africaines ont le droit de poser cette question. Quelle est finalement la nature de vos relations avec les groupes terroristes? Nous avons des relations diplomatiques avec vous. Et vous, vous êtes amis des leaders terroristes, qui sont les patrons des terroristes qui ensanglantent notre continent. Comment voulez-vous que les relations soient normales entre nous et vous? Alors que vous soutenez ceux-mêmes qui sont les patrons de ceux qui nous attaquent. Parce que les Iyad Aghali, tous les chefs terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique ont prêté allégeance à leurs chefs qui sont au Moyen-Orient. Et leurs chefs qui sont au Moyen-Orient bénéficient de la clémence de l'OTAN. Voilà la situation. Je regarde l'information en Syrie, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas.
On voit la diplomatie américaine en train d'intégrer dans ce qu'ils appellent la communauté internationale un groupe de personnes qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité pendant plusieurs années et qui étaient recherchés pour cela. Tout d'un coup, on dit à ces personnes, vous êtes les bienvenus, et on discute du partage de la Syrie avec ces personnes. On peut avoir une attitude critique envers la dictature de Bachar el-Assad. On peut dire que Bachar el-Assad, comme son père, ont régné en autocrate. Cette critique est légitime. Mais Bachar el-Assad n'était pas responsable de l'expansion du terrorisme dans le monde. Bachar el-Assad n'a pas envoyé de groupes terroristes en Afrique, chez nous. Alors que les monarchies pétrolières là, sunnites du Golfe ont envoyé des groupes terroristes chez nous, en Afrique. Voilà ce que nous devons avoir le courage de regarder en face. Voilà ce que nous devons avoir le courage d'analyser et de combattre. Et ça commence par notre société civile. Nous sommes tous là. Je ne suis pas le seul à avoir une page Facebook, une page YouTube, une page TikTok, une page X ou une page, je ne sais pas, YouTube. Nous sommes tous responsables de dénoncer l'implication des puissances du Moyen-Orient et de la puissance américaine dans le soutien au terrorisme. Et c'est parce que nous serons nombreux à le faire qu'ils ne pourront pas concentrer leur violence contre ceux qu'ils considèrent comme les meneurs de conscience, les éveilleurs de conscience. Si ce que je suis en train de dire là, on est 2 millions à le dire, est-ce que vous savez que c'est comme cela que nous nous protégeons tous? Si les vérités que votre serviteur est en train de dire sont partagées et dites par 2 millions de personnes, est-ce que vous savez que c'est la meilleure façon de protéger votre serviteur? Si je dis quelque chose de vrai, que vous le disiez aussi, vous participez à prolonger ma vie sur la terre. Le problème des Africains, c'est que quand des vérités importantes à leur sujet sont dites, beaucoup d'entre eux n'ont pas le courage de les partager et de les assumer. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils peuvent sauver leur tête. Mais la plupart des victimes du terrorisme, ce ne sont pas des gens comme moi. Hein. Ce sont les plus pauvres des Africains qui sont les plus grandes victimes du terrorisme. Ce sont les Africains les plus démunis qui sont les premières victimes du terrorisme. C'est-à-dire des gens qui n'ont jamais fait la politique. Vous qui êtes assis là et qui pouvez me regarder un live sur Facebook, sur TikTok, vous faites déjà partie des privilégiés. Vous ne faites même plus partie de cette population africaine la plus pauvre. Et pourtant la plus nombreuse. C'est-à-dire que le terrorisme, il frappe en fonction, en réalité, il frappe en fonction de la condition sociale et économique de chacun d'entre nous. Il ne frappe pas tout le monde de la même façon. Quand on dit que des populations sont tuées, il est plus facile à des terroristes d'aller tuer des paysans que de venir en ville où un commissariat de police bien armé peut les combattre. Ils tuent plus facilement nos mamans, nos enfants, nos parents qui sont dans les campagnes. N'est-ce pas? Ils tuent plus facilement dans des quartiers populaires où le système de sécurité est moins resserré. C'est-à-dire que ce sont les plus pauvres d'entre nous qui sont les premiers exposés. Alors pourquoi est-ce que nous, qui bénéficions d'une meilleure sécurité, pourquoi est-ce que nous avons en plus la lâcheté de ne pas défendre les plus faibles dans nous? Parce qu'en plus, en fait, c'est pas parce que nous allons dire ça que nous n'allons pas être en danger. Le terrorisme, une fois qu'il a fini de frapper les plus pauvres, il frappe les classes moyennes, ensuite il frappe la société sous toutes ses formes. Il frappe tout le monde. Il monte comme ça dans la société le terrorisme. Si tu ne le combats pas, si tu ne le dénonces pas, attention, tu te prépares à le subir. Nul n'est à l'abri de ces fausses codines. Donc, je voudrais, en regardant la question syrienne, l'implication ouverte. Là, je lisais, j'ai écouté LCI, BFM TV, je suis allé sur CNN, je suis allé sur MSNBC. J'ai vraiment passé toute la journée à m'imprégner des informations du monde. Je suis frappé par le fait que, ça ne scandalise personne aux États-Unis, en Europe, là. Ce n'est même plus un scandale. La délégation diplomatique américaine est en train de négocier le pouvoir en Syrie avec Al-Joulani. Les Américains, obtiennent d'installer une base militaire de 800 à 1500 hommes. Ok, d'accord. Tout va bien. Mais, alors, c'est pas le Al-Joulani dont vous aviez dit qu'il y avait 10 millions sur lui parce que c'était un abominable terroriste qui a vraiment éliminé beaucoup d'innocents et qu'il faudrait qu'il paye. C'est pas lui. Non, 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 on n'en parle plus, ça. On n'en parle plus. Mais écoutez, si vous êtes capable de blanchir des chefs terroristes,
comme vous le faites en Syrie, mais qu'est-ce que vous faites avec nous en Afrique? Pourquoi pouvons-nous croire en la crédibilité de la lutte antiterroriste américaine en Afrique au regard du comportement que la diplomatie américaine affiche d'une manière grossière en Syrie? Le soutien au terrorisme. Les rares voix qui se lèvent aux États-Unis pour dénoncer cela sont celles de gens comme Noam Chomsky ou Michael Moore, que je salue. Les rares voix qui se dressent aux États-Unis sont des voix qui ne sont pas relayées sur leurs médias mainstream. En Europe, c'est pareil. C'est devenu banal. Voilà, on essaye de voir. On a présenté le chef terroriste qui a pris le pouvoir en Syrie comme un libérateur, comme quelqu'un qui met fin à la barbarie. Depuis quand le terrorisme met fin à la barbarie? Puisque le terrorisme est lui-même la barbarie. Comment peut-on mettre fin à la barbarie en instaurant la barbarie? Comment le plus grand mal, peut-il améliorer le pire des maux? C'est incroyable qu'on essaye de présenter la Syrie comme le pays où on a réussi à sauver les gens de la dictature en instaurant le terrorisme. On a essayé de sauver les gens de la dictature en instaurant la barbarie. C'est ça le cas d'école syrien. Le tableau blanc de la Syrie enseignant l'Afrique, c'est cela. Et nous, Africains, du monde entier, nous n'avons pas à nous soumettre à, comment je peux appeler ça, ce matraquage idéologique, à cette décérébration intellectuelle. Nous n'avons pas à nous soumettre à cette perversion théorique qui consiste, pour beaucoup d'entre nous, à considérer comme fréquentables ceux qui sont décrétés tels par les grandes puissances impérialistes et néocolonialistes. Quand les impérialistes disent c'est un terroriste, on considère que c'est un terroriste. Quand les mêmes impérialistes nous pointent le même terroriste en disant non, maintenant c'est un démocrate, il est gentil, on considère que c'est un démocrate. Et apparemment, être intelligent, pour beaucoup d'Africains encore, c'est cela. L'intelligence, ce n'est pas cela. C'est de s'interroger sur ce changement déraisonnable. C'est s'interroger sur cette confusion de catégories. C'est de s'interroger sur cette contradiction, cette fêlure, cette dichotomie, cette schizophrénie diplomatique qui consiste pour des gens à nous casser les oreilles pendant des années avec leur engagement dans la lutte antiterroriste et puis tout du jour au lendemain à diviniser, à magnifier, à idéaliser les pires terroristes de la Terre et à les présenter comme des libérateurs des peuples. Nous ne pouvons pas enseigner l'histoire de ce monde à nos enfants en laissant traîner dans leur cerveau de telles aberrations qui sont de nature à fabriquer des monstres. Un homme qui possède dans son cerveau, dans son esprit, deux vérités contradictoires et qui les considère comme toutes vraies, c'est quelqu'un qui a choisi d'être fou. Et on ne peut pas éduquer les gens pour qu'ils choisissent d'être fous. C'est-à-dire de se déchirer intérieurement, de se diviser. C'est très grave. Alors donc, j'appelle les Africaines et les Africains à participer à la dénonciation, justement, de cette complicité flagrante, scandaleuse, entre les puissances occidentales en général et les groupes terroristes au Moyen-Orient, comme en Afrique. Et en particulier, dans le cas d'espèce, l'Amérique. Mais ici, j'avais un message pour la communauté africaine-américaine, la communauté des Africains devenus américains. C'est de leur dire, est-ce normal que vous assistiez là-bas aux États-Unis à l'implication de la puissance américaine, aux côtés des puissances terroristes au Moyen-Orient, et par ricochet, aux côtés des organisations terroristes en Afrique, sans vous lever. Vous, Africains, Américains, vous, Africains devenus Américains, sans vous lever comme un seul homme pour protester et demander au président sortant et au président entrant des États-Unis de changer de diplomatie. De changer cette diplomatie de la duplicité, de renoncer au soutien explicite ou implicite à des groupes terroristes qui, justement, ensanglantent l'Afrique. Dans les prochaines semaines, j'essaierai de mener des initiatives vers les lobbies noirs américains. Que ce soit ceux qui sont constitués déjà à l'intérieur des chambres parlementaires et vers les associations des communautés des Africains devenus américains. Ce n'est pas la même chose. Il y a les African Americans, ceux qui sont nés descendants d'esclaves aux États-Unis et maintenant qui sont des citoyens américains libres. Et il y a les Africans becoming Americans, les Africains par immigration devenus américains. Il nous faut réussir à nous adresser à tous ces gens-là pour leur dire, mais l'Afrique a besoin de vous. L'Afrique a besoin que vous interveniez auprès du gouvernement américain, dans le Parlement américain, pour peser sur les politiques de lutte antiterroriste que les États-Unis mènent.
Parce que, en fait, l'une des raisons pour lesquelles la paix et la sécurité tardent à venir en Afrique, c'est le soutien des États-Unis aux organisations terroristes, au Moyen-Orient et en Afrique. Je m'engage à porter cette cause devant le Parlement américain, devant les lobbies noirs américains. Je m'engage à porter cette cause. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un créneau qui n'est pas suffisamment nourri. Le créneau le plus nourri dans les relations internationales afro-américaines, c'est le créneau du soutien à la démocratie et au combat pour les droits de l'homme. Je dirais aux Américains ce que je dis aux Européens, on n'a pas besoin de vous pour la démocratie ou les droits de l'homme en Afrique. Honnêtement, on n'a pas besoin de vous. Pour une raison toute simple, c'est que c'est contre-productif de vous appeler à défendre la démocratie et les droits de l'homme en Afrique, alors que nous savons que même en Europe et en Amérique, vous ne les respectez pas tout à fait. Nous, Africains, sommes désormais débarrassés du besoin de votre soutien à la démocratie et aux droits de l'homme. Nous nous battons pour instaurer un état de droit respectant la personnalité africaine selon nos valeurs sociétales africaines. Par contre, en tant que nous sommes aussi Africains-Américains, Africains devenus Américains, nous vous demandons de changer la politique qui consiste pour vous à soutenir les groupes terroristes pour assurer les intérêts des multinationales américaines au Moyen-Orient et en Afrique. Les États-Unis peuvent gagner dans des relations gagnant-gagnantes avec le monde sans utiliser la méthode de l'ordre par le chaos, la méthode de la déstabilisation pour régner, du divide to rule. Et le lobby noir américain, les Africains américains doivent se constituer en force politique suffisante pour faire entendre cette voix. Je n'ignore pas qu'à l'intérieur de la population africaine elle-même, que ce soit aux États-Unis ou en Afrique, il y a un duel entre les partisans de la domination occidentale du monde et les opposants à cette domination occidentale du monde. Le duel que nous avons en Afrique entre les néocolonisés et les anticolonialistes, entre les panafricanistes révolutionnaires et les collaborationnistes réactionnaires, ce duel se reproduit à l'intérieur de la classe noire américaine. La lutte des classes a lieu là-bas aussi. Et nous en tiendrons compte en approchant la société américaine. Car ne partez pas du principe que tout noir américain, tout Africain américain que vous rencontrez veut même que les Africains soient libres aux États-Unis. Ce n'est pas toujours sûr. Aux États-Unis, prospèrent encore dans la classe politique beaucoup de nègres de maison. Beaucoup de partisans de la soumission à la domination blanche. On en trouve dans la communauté noire africaine, dans la communauté noire américaine. Donc, je sais que c'est un problème complexe, mais je voulais que l'Afrique des libertés prenne conscience que nous n'avons pas assez agi dans la critique de l'impérialisme moyen-oriental et dans la critique de l'impérialisme américain. Nous avons beaucoup concentré nos tirs sur la critique du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental européen, la critique des dictatures africaines, bien sûr, mais il nous faut élargir l'éventail. Il nous faut élargir l'éventail. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.